Bonjour. Alors aujourd'hui, je voulais parler un peu de gestion de projet, de choses un petit peu plus méthodologiques et concrètes. Parce que le week-end dernier, j'étais en accompagnement de projet. Je fais c'est un cycle que je fais où j'accompagne les auteurs sur plusieurs mois sur un projet d'écriture qu'ils ont en groupe. Et on est revenu pas mal sur ces notions-là, qui sont des notions que j'ai tendance à prendre pour acquises alors qu'elles sont pas du tout intuitives. Quand on se lance dans un projet d'écriture, en fait, on se lance dans un projet qui réclame une certaine conscience des étapes qui vont être nécessaires à sa réalisation et une certaine capacité à gérer le projet. Gérer le projet, ça veut dire comprendre sa vie, comprendre ses besoins, je parle de la vie du projet et des besoins du projet, comprendre les exigences de chacune des étapes du projet et être capable à la fois d'organiser en donnant une priorité à chaque étape du projet et à la fois de planifier en mettant ces étapes dans un calendrier en avance pour pouvoir savoir ce qu'on va faire chaque jour. La première cause de procrastination, c'est l'indécision, c'est le manque de clarté sur mais en fait, qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui? Quand je viens m'asseoir à mon bureau pour écrire, si ma mission, ou en tout cas si ma vision de ce que j'ai à faire, c'est avancer sur mon projet, je vais pas avancer beaucoup parce que ça manque énormément de clarté. C'est-à-dire qu'il y a trop de possibilités pour rentrer dans le projet, il y a trop de possibilités sur le résultat que je vise, sur à quoi ça ressemble en fait d'être productif ce jour-là. Et moi, je précise que je suis pas fan de la productivité pour la productivité, mais à un moment donné, il y a un principe de réalité qui dit que si je veux que mes projets avancent, si je veux que mes projets voient le jour, il va falloir que chaque fois que je travaille dessus, j'avance de manière significative. Si j'avance pas de manière significative à chaque session de travail, eh ben, j'ai perdu mon temps et ça repousse d'autant la probabilité que le projet voit le jour et le moment où il va voir le jour. Quand on est dans une logique amateur, d'écriture plaisir, etc., tout ça, ça n'est pas très important. Mais dès qu'on veut professionnaliser son écriture, que ce soit pour soi-même tirer plus de satisfaction du travail qu'on fait, ou que ce soit parce qu'on veut vraiment construire un lectorat, construire une carrière, construire un catalogue de bouquins, sortir les histoires qui sont en nous, leur permettre d'exister dans le monde de façon régulière et leur donner une chance d'être lues, d'être découvertes par les gens, on a besoin de changer de regard. On a besoin d'avoir un certain souci de l'efficacité. C'est-à-dire que chaque minute que je vais passer à travailler va être une minute qui va vraiment être investie dans ce grand projet global de vie qui est de poursuivre disons une carrière d'auteur, sachant qu'il y a plein de nuances à cette notion de carrière d'auteur, mais pour faire simple, on va dire ça comme ça. Donc gestion de projet, ça veut dire quoi? Je vais le faire en plusieurs épisodes pour vraiment bien isoler chaque partie. Mais déjà, gérer un projet, c'est comprendre qu'un livre, c'est pas un objet, c'est un objet qui est constitué de plusieurs strates et de plusieurs petits points, plusieurs petites choses qui viennent tout ensemble fabriquer, constituer ce système qu'est le bouquin. Donc il va y avoir des choses qui sont de l'ordre de la création pure et de l'ordre de l'histoire, à savoir le personnage, l'univers, l'intrigue, les scènes, la narration, toutes ces choses-là. Il y a des choses qui sont de l'ordre du travail de l'auteur, à savoir la stratégie, réfléchir à la place du livre dans l'ensemble de sa production, savoir gérer son niveau d'énergie et son travail par rapport à l'énergie qu'il a à lui apporter. Il va y avoir un certain nombre de choses qui sont inhérentes au métier d'auteur, à savoir quelles sont mes compétences et comment je les applique, ce genre de choses. Ce qu'on va regarder, c'est qu'on va regarder tout ce qu'il y a à faire pour que le projet existe. Donc on va avoir plusieurs étapes, moi je ne vais pas rentrer dans toutes les étapes aujourd'hui, il va y avoir plusieurs étapes, à savoir la conceptualisation, la recherche, la construction, la rédaction, on va appeler ça la réécriture pour faire simple, la correction, la publication et la communication. Okay, tout ça, c'est des étapes qui sont importantes dans la vie d'un projet. Mais quelle que soit l'étape à laquelle je vais me situer, encore une fois, ce n'est pas l'objet d'aujourd'hui, je vais avoir pour chacune de ces étapes un projet global qui va être, ça peut être par exemple trouver une idée de livre, ça peut être construire un synopsis ou une structure pour mon projet de livre, ça peut être rédiger une première version de mon livre, rédiger une deuxième version, rédiger la version finale, publier. Tout ça, c'est des grandes catégories d'objectifs qui sont en fait constituées de plein de petites actions. Tant que je reste au niveau de la grande catégorie d'objectifs, je peux me perdre, je peux procrastiner parce qu'il y a trop de choses à faire, ça peut me sembler insurmontable, ça peut avoir l'air d'être une montagne énorme. Donc ce qu'on va faire, la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va découper le projet en petites actions qui vont, quand elles sont additionnées, donner naissance au projet. Si je prends, mettons, la première phase, qui est la phase de trouver une idée, il va y avoir peut-être m'exposer à l'actualité, faire des recherches sur les choses qui dans le monde me touchent émotionnellement, sur lesquelles j'aurais envie de dire quelque chose. Ça peut être de faire de l'écriture libre
pour voir émerger des motifs d'histoire, des motifs narratifs peut-être que j'aurais envie d'exploiter. Ça peut être de chercher peut-être des contraintes d'écriture qui vont faire naître une étincelle en moi qui va me donner envie d'aller vers un projet. Ça peut être ça. Donc en fait, ce qu'on va faire, et après, je prends ça, si je prends rédaction, ça va être prendre mon plan et puis rédiger une scène, puis rédiger une autre scène, puis rédiger une autre scène. Et puis après, peut-être à l'intérieur de rédiger une scène, il va y avoir plusieurs étapes qui vont être définir l'objectif de la scène, définir la structure de la scène, identifier quels sont les personnages qui sont présents. Et en fait, chacune de ces étapes va s'ouvrir comme en arborescence avec des sous-étapes. Par exemple, pour pouvoir rédiger mon premier jet, il faut que j'ai une idée de ma galerie de personnages. Pour avoir ma galerie de personnages, il faut que j'ai défini et caractérisé chacun des personnages principaux de mon histoire, peut-être même certains des personnages secondaires. Avant de commencer un projet, ce que je vais faire, c'est que je vais faire ce travail-là qui va me permettre de mettre de la distance et qui va me permettre de rentrer le projet dans le concret. Donc je vais mettre de la distance, à savoir que je ne vais pas être simplement collé à l'imaginaire que j'ai du projet, aux sensations géniales que le projet fait naître en moi, mais je vais le regarder un peu plus d'en haut pour avoir une vision globale et je vais le décomposer pour voir un petit peu tout ce qui vient contribuer à l'existence de ce projet, dans les actions que moi je dois faire. Et je vais faire une liste en fait de tâches et de sous-tâches, étape par étape. Donc si je suis en étape rédaction, je vais me lister tous les chapitres ou toutes les scènes que je dois écrire avec les choses que j'ai à accomplir pour chacune de ces scènes. Donc je vais avoir par exemple chapitre 1, scène 1, définir l'objectif de la scène, définir le plan de la scène. Peut-être ça va être rédiger la scène une fois que j'ai mon plan, et puis après peut-être je vais avoir une troisième étape, mais ça viendra peut-être au moment de la deuxième version. Peut-être ça peut être faire un bilan de la scène après l'avoir écrite. Ça peut être des choses comme ça. Et ça va dépendre de ma méthodo. C'est-à-dire chaque auteur a une méthodo différente et on va avoir, en fonction de notre méthodo, on va décomposer différemment le grand projet. Chacune de ces tâches et de sous-tâches, je vais leur donner un score de 1 à 3, on va faire très simple, un score du temps qu'elles vont me prendre. Est-ce que c'est une action qui va me prendre peut-être moins d'un quart d'heure, quelque chose que je peux faire rapidement? Ça peut être lister 10 titres potentiels, ça c'est un truc que je peux faire en 15 minutes. Ça peut être rédiger une sorte de résumé succinct de la scène, ça peut être quelque chose que je peux faire en 10 minutes. Donc ça, ce serait score 1. Une tâche comme ça qui prend 15 minutes, c'est un score 1. Une tâche qui va prendre une bonne grosse session d'écriture, de 30 minutes à 2 heures on va dire, ça va être un score de 2. Je peux m'asseoir et en une session de travail, je peux finir la tâche. Donc ça peut être par exemple rédiger une première version de scène, ça je peux le faire en général en une session d'écriture. Je peux faire quoi? Je peux faire une caractérisation de personnage, ça peut me prendre une session d'écriture. Définir un décor, ça peut être une session d'écriture. Et tout ce qui va prendre plusieurs sessions, tout ce qui est plus complexe, par exemple rédiger un chapitre au complet, si mon chapitre est constitué de plusieurs scènes, je vais lui donner un score de 3. Donc un quart d'heure ou moins, c'est un score de 1. Une grosse session d'écriture, 30 à 120 minutes, c'est un score de 2. Plusieurs sessions, c'est un score de 3. Ça, c'est le premier score. Le deuxième score que je vais donner, et on va voir que c'est une nuance qui est intéressante ici, c'est un score d'effort. Combien d'attention ça me demande de réaliser cette chose-là? Un 1, ça va être un truc que je peux faire facilement en regardant la télé, par exemple. Je n'ai pas besoin d'une attention hyper forte. Je peux le faire en étant fatigué. Ça va être, par exemple, chercher les fautes de frappe. Ça peut être donner un nom à mon personnage. Des tâches comme ça qui ne demandent pas énormément de ressources créatives, d'efforts cognitifs, ça va être un score de 1. Des choses qui demandent de l'attention, mais une attention moyenne, disons qu'il faut que je sois quand même concentré, mais c'est pas un effort de dingue, j'ai pas besoin d'aller chercher des ressources très très importantes, ça va être un score de 2. Et par contre, des choses qui demandent d'être au top de ma disponibilité cognitive, qui me demandent de faire appel à plusieurs ressources de l'imagination, de la logique, des choses comme ça, et qui vont être fatigantes et éprouvantes, ça va être un score de 3. Et on voit ici que c'est pas parce que c'est long que ça demande de l'attention et que c'est pas parce que ça demande de l'attention que c'est long. Je peux avoir un truc qui se prend un quart d'heure mais qui me demande une attention forte, une disponibilité créative et cognitive importante. Si je dois inventer un profil de personnage, je peux le faire en 15 minutes, ou même si je dois faire un résumé de mon bouquin, je peux le faire en 15 minutes, mais ça peut me demander beaucoup d'attention. Donc je peux être sur un score de 1 pour le temps et 3 pour l'effort. Ok? Donc ça, c'est à estimer de manière subjective. Et c'est à estimer en fonction de votre expérience aussi. Vous allez voir avec le temps, ça va être plus facile de vous dire, bon, j'estime que ça va me prendre une session et puis je tombe juste. Au début, souvent, on va faire des estimations qui tombent fausses, mais avec le temps, on arrive à mieux évaluer. Ce qu'on va faire dans les deux cas, c'est que dès qu'on a un score de 3, on va essayer de décomposer la tâche, si c'est possible, en tâches qui vont descendre au moins au niveau 2. Donc si j'ai écrit un chapitre, par exemple, et que j'ai mis que ça allait me prendre plusieurs sessions, je vais décomposer écrire un chapitre en écrire la scène 1, écrire la scène 2, écrire la scène 3,
en faisant en sorte que chaque scène puisse avoir un score de temps de 2. Idem pour l'effort, parce que c'est moins facile et c'est moins fréquent d'avoir le maximum de disponibilité cognitive et qu'on a besoin d'avancer quand même fréquemment et régulièrement. Donc on a besoin d'avoir des tâches dont on n'anticipe pas qu'elles vont être épuisantes quand on est déjà fatigué. Donc on va essayer de décomposer. Si j'ai un truc vraiment compliqué, comment est-ce que je peux le rendre plus simple? Peut-être que je peux aller travailler sur des aspects de cette tâche. Si je fais de la caractérisation de personnage, par exemple, plutôt que d'avoir une tâche qui est caractériser mon personnage au complet, je peux peut-être me dire, je vais faire une session sur définir son passé, sa famille. Je vais avoir une session sur définir son cercle d'amis aujourd'hui. Définir ses objectifs, ça va être une autre session. Et comme ça, je vais pouvoir mettre moins d'efforts parce que ça va me demander de prendre en compte moins d'informations sur la session et ça va m'aider à moins procrastiner parce que je vais avoir moins tendance à me sentir dépassé par la tâche. C'est vraiment à ça que sert cet exercice, c'est à pas se sentir dépassé, parce que quand je me sens dépassé, forcément j'y vais pas, et je renacle, et je sais même pas par quel bout le prendre, et ainsi de suite. Donc c'est là où vraiment en décomposant, on se donne finalement des portes d'entrée multiples et plus simples dans le projet. Quand je vais décomposer mes tâches de niveau 3 en tâches moins importantes, je vais avoir une nouvelle liste de sous-tâches et il va falloir que je les pondère, ces sous-tâches. Donc je vais avoir par exemple dans mon personnage, je vais me dire je dois caractériser mon personnage, je dois caractériser son passé, son sac d'amis, ses objectifs et ses ambitions et ses enjeux par exemple. Chacun de ces items, je vais lui donner un score de temps. Est-ce que ça me prendra 15 minutes, une session, plusieurs sessions, et un score de difficulté. Le but, c'est d'avoir le moins de choses au niveau 3 parce que ça va fluidifier le travail. Et ça va me permettre, on a tous des vies autour, ça va me permettre plus facilement de donner de la place à mon écriture dans la complexité de ma vie. Le fil conducteur, c'est d'aller vers le plus de précision possible, de prendre conscience de tout ce qui est présent dans le projet, tout ce que le projet me demande de faire, pour pas le garder dans ma tête. Parce que quand je le garde dans ma tête, ça prend de mon attention. Chaque chose que je sais que je dois faire, mais que j'ai pas noté quelque part de manière précise, explicite sur une liste, je dois le garder en mémoire. Et ce que je dois garder en mémoire, c'est que ça grignote un petit peu de ma capacité d'attention, ça grignote un petit peu de mon énergie créative. Et le but, c'est vraiment de libérer au maximum la, entre guillemets, puissance de calcul de mon cerveau pour pouvoir la consacrer, cette puissance de calcul, à la création et pas simplement à la gestion de projet. Donc en faisant ma liste, j'externalise tout ce qui est dans ma tête, je m'autorise à oublier tout ça parce que j'ai un document qui me permet d'y faire référence. Et ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est qu'après, tout ça, je vais le mettre dans un calendrier. Je vais me décider que dans ma semaine, je vais pouvoir travailler. Et ça, je le fais de semaine en semaine parce que nos emplois du temps, ils changent, nos niveaux de dispo, ils changent aussi au quotidien. Et de semaine en semaine, je vais me dire, tiens, cette semaine, voilà mes objectifs, voilà tout ce que j'ai envie d'accomplir. Et je vais mettre mes tâches à l'intérieur de mon agenda en fonction de mes autres obligations, mes autres contraintes, les rendez-vous que j'ai déjà pris, tout ce genre de choses. Et ça va me permettre de rentrer dans ma semaine en sachant comment je vais avancer sur mon projet. Évidemment, à la fin de ma semaine, je fais un bilan pour voir si j'ai bien avancé comme je voulais ou s'il faut que j'ajuste, s'il y a des choses qu'il faut que je transmette à la semaine d'après ou s'il y a des choses qu'il faut que je supprime. Je vais aussi noter ce que j'ai appris en faisant le travail, parce que comme le travail créatif, on le sait, il se nourrit de lui-même, c'est-à-dire que plus j'avance dans ma création, plus j'apprends des choses sur ce que je veux faire et comment je veux le faire, et forcément à la fin de la semaine, ma vision elle va avoir évolué, il va falloir que j'ajuste ma liste en fonction, c'est-à-dire que je vais revenir sur ma liste, il y a des choses que je vais rayer, il y a des choses où je vais me rendre compte que ça m'avait l'air difficile, mais en fait c'est plus facile, et inversement des choses que je pensais faciles qui se sont avérées plus difficiles, ça va me permettre comme ça d'avancer le plus en conscience possible. Le fil conducteur ici, c'est d'aller vers le plus de précision possible et le plus de conscience possible pour faire un travail créatif que je maîtrise. C'est-à-dire que je ne le contrôle pas, c'est pas moi qui décide comment ça se passe, etc. Simplement, je canalise l'énergie, je canalise le flux créatif de façon à pas me laisser déborder par lui. L'autre intérêt de faire ça, c'est que ça évite la dispersion, c'est-à-dire que quand j'avance, j'ai de nouvelles idées. Dès que j'ai trop de nouvelles idées, je peux me retrouver à nouveau submergé. Je peux me retrouver à me dire, waouh, ok, il faut que je fasse ça, 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 ça et ça. Il peut y en avoir dans tous les sens. Donc c'est pas un exercice qu'on fait une fois dans le projet, c'est un exercice qu'on fait continuellement. Chaque fois que j'ai des nouvelles idées pour le projet, chaque fois que j'avance dans ma compréhension des étapes à venir, je refais ce travail de lister les tâches et les sous-tâches, de les pondérer, de m'assurer qu'elles rentrent bien dans mes sessions de travail de manière claire. Et comme ça me permet d'avancer en conscience et ça me permet d'avoir de la visibilité aussi sur quand je vais le finir le projet. Si je sais que j'ai 100 sessions de travail à faire et qu'à la fin de mes 100 sessions de travail, j'aurai rempli ma liste de choses à faire, ça me permet de savoir quand j'aurai fini le livre de manière assez fiable. Et quand en plus de ça, j'ajuste au jour le jour, ou en tout cas de semaine en semaine, je me laisse de moins en moins déborder par la vie et par le projet. Parce que je reprends moi la maîtrise du flow, du courant créatif qui me traverse et ça m'évite les mauvaises surprises et les déceptions d'avoir voulu faire un truc, d'avoir eu une ambition trop élevée, pas assez élevée et puis de finalement pas avoir réussi. Voilà pour notre première session sur la gestion de projet. La prochaine parlera
des priorités, c'est très important. Là, pour l'instant, on n'a pas mis de notion de priorité dans les tâches, tout est au même niveau. Essayez sur votre projet là, même sur un bout de projet, pas forcément sur l'ensemble du projet, de découper le projet, genre écrire un livre en sous-tâches. Qu'est-ce qu'il faut faire pour finir ce livre? Il faut des personnages, il faut des chapitres, il faut des scènes, il faut ci, il faut ça. Vous pouvez le faire aussi sur le contenu de l'histoire. Plutôt que de dire, ben, tiens, j'ai cette histoire d'un personnage qui traverse le monde à la recherche d'un maître spirituel et qui se trouve lui-même, eh ben, je vais regarder, pour raconter cette histoire, qu'est-ce que j'ai besoin, quelles sont les étapes par lesquelles j'ai besoin de faire passer mon personnage. Et je peux lister tout ça. C'est-à-dire que pour traverser le monde, bah, il faut qu'il aille à tel endroit, tel endroit, tel endroit, il faut qu'il se retrouve avec tel matériel, qu'il faut peut-être qu'il ait telle difficulté pour pouvoir apprendre quelque chose de cette difficulté. Il faut qu'il rencontre tel et tel et tel et tel personnage. Pour trouver le guide spirituel, il faut qu'il aille rencontrer un tel, qu'il aille interroger là, qu'il fasse des recherches, qu'il trouve tel document. Tout ça, ça vous donne des points de passage de l'histoire et ça vous permet de structurer petit à petit le texte. De la même façon qu'on a pondéré les tâches concrètes de l'écriture, on peut aussi pondérer la partie créative. C'est-à-dire, est-ce que ça va être difficile pour moi de raconter cette partie-là? Qu'est-ce que ça va me demander de faire? Est-ce que j'ai besoin de faire plus de recherche, moins de recherche sur cette partie en particulier? Et ça me permet comme ça de répartir un petit peu mon travail en fonction de ma disponibilité, puisque c'est ça vraiment l'objectif ici, c'est de pouvoir prendre en compte ma réalité d'humain, avec mes moments de fatigue, avec ma vie de famille, ma vie sociale, ma vie professionnelle à côté, toutes les contraintes que je peux avoir qui peuvent venir parasiter mes intentions d'écriture et finalement intégrer de manière plus fluide l'écriture à ma vie. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à très vite pour la deuxième partie de ce podcast. Ciao!